Alors bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié à l'apprentissage de l'interface entre le langage JavaScript et le document HTML. C'est le dernier tuto d'une série de 11, ce sont des tutoriels qui s'adressent à des internautes qui ont déjà des bases en HTML, CSS et JavaScript. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux événements en JavaScript. Alors on va commencer par répondre à cette question, qu'est-ce qu'un événement? Alors un événement, c'est une sorte de signal qui est envoyé au JavaScript par l'interface DOM. Ce signal est envoyé lorsqu'il se passe quelque chose sur un document qui est visualisé dans un navigateur. Par exemple, un clic de souris, le curseur qui survole une zone ou la fin du chargement de la page. Alors, les éléments qui constituent le document étant en général assez nombreux, les signaux envoyés par l'interface sont nombreux et constituent ce que l'on appelle un flux d'événements. Alors ce flux est envoyé par défaut sans que le programmeur JavaScript n'ait besoin de le demander. Par contre, le programmeur JavaScript a la possibilité de demander à écouter un événement faisant partie de ce flux et de programmer un code qui s'exécutera à chaque fois qu'il entendra cet événement passer dans le flux. Il le fera en mettant en place un gestionnaire d'événements. Alors ce gestionnaire d'événements va écouter un événement, il va détecter l'événement, puis il va traiter l'événement, c'est-à-dire qu'il va exécuter un code JavaScript qui est programmé par le développeur. Alors on va passer à la liste des principaux événements. Donc ici vous avez sur la gauche le nom de l'événement, c'est-à-dire le nom JavaScript de l'événement, celui que vous devez utiliser dans le gestionnaire d'événements. Et ici sa description. Donc vous avez l'événement load, qui signifie la fin du chargement de la page web. Vous avez l'événement click, qui signifie un clic sur un élément, le double clic. Ensuite le key down, c'est-à-dire une touche qui est appuyée, le key press, une touche qui est maintenue enfoncée, le key up, lorsque la touche est relâchée, le mouse enter, lorsque le curseur entre et passe au-dessus d'un élément, le mouse leave, lorsque la souris le quitte, le select, lorsqu'une option est sélectionnée dans un select, le change, lorsqu'on change de valeur sur un select, un checkbox, le submit, lorsque vous soumettez un formulaire, le focus, lorsque un élément reçoit le focus. Alors ça mérite une petite explication. Ici, j'ai le focus, c'est-à-dire que lorsque je tape des touches, je reçois les touches. Je clique en dehors de la zone, je tape des touches et je perds le focus. Donc quand je perds le focus, alors quand je le reçois le focus, c'est l'événement focus qui est envoyé, et lorsque je le perds, c'est l'événement blur. Alors la liste des événements, elle est très longue, je vous mets un lien dans la description vers la documentation, et là vous les aurez tous. Alors maintenant on va faire le point 3. Alors pour écouter un événement sur un élément, vous devez utiliser la méthode add-event-listener sur cet élément. Alors ici add veut dire ajouter, event, événement, listener, écouter, écouteur. Donc ajouter un écouteur d'événements, donc un gestionnaire d'événements. Alors pour ça, on va faire un exemple. Je vais prendre Sublime, je vais sauvegarder sur le bureau un fichier que je vais appeler event.html. Alors je vais prendre une section, je vais mettre un paragraphe dedans et je vais ajouter une balise script. Voilà. Alors ça, j'en ai pas besoin, c'est pas indispensable. Bien. Là, je vais mettre un paragraphe. Alors je vais mettre un peu de zoom peut-être. Je vais commencer par accéder à l'élément. Donc var para égale document.query selector
Et je vais mettre ici un petit paragraphe. Donc là maintenant je vais monter mon gestionnaire, donc para, add, event listener. Donc en premier argument ici, il s'agit de mettre le nom de l'événement, donc clic. Ensuite, comme fonction callback, le traitement se fait en déclarant une fonction. Donc je vais faire ici, je vais écrire une fonction dans laquelle je vais mettre simplement window.alert et je vais marquer clic sur le paragraphe. Et ici, je vais enlever ça, on verra après. Donc je récapitule, j'ai tapé para pour accéder à l'élément, j'ai mis le point derrière pour accéder à une méthode. Donc la méthode ici add event listener. En premier paramètre d'appel, j'ai mis le nom de l'événement, donc clic entre simple cote. Et ensuite, en deuxième paramètre d'appel, j'ai déclaré une fonction anonyme. C'est la fonction qui sera appelée pour traiter l'événement. C'est comme ça qu'est conçu le add event listener. Il va appeler cette fonction-là, dans laquelle il y a simplement un Windows Alert. Alors, je vais le tester, Open in Browser, ici, et donc là, clique sur le paragraphe. Alors maintenant, on va traiter le point 4, la propagation. Alors dans l'exemple précédent, nous avons cliqué sur le paragraphe. Et on pourrait penser que seul le paragraphe a reçu l'événement et l'a traité. En fait, il n'en est rien, car certains événements se propagent, la plupart, mais pas tous. En tout cas, c'est le cas du clic. Alors, en fait, notre clic s'est propagé à travers toute la hiérarchie des ancêtres, qui se trouve entre la racine, le body, on va dire, du document, et le paragraphe. Il y a eu une première phase qu'on appelle la phase de capture, dans laquelle l'événement est parti de la racine du document pour descendre jusqu'au paragraphe. Et ensuite, il y a eu une deuxième phase qu'on appelle le bouillonnement, et dans laquelle l'événement est remonté du paragraphe vers la racine du document, en traversant une nouvelle fois la liste des ancêtres. Alors la conséquence de tout ça, ou disons la nouveauté, c'est donc que l'événement se propage, premier point, et ensuite il se propage à travers les ancêtres, deuxième point, et troisième point, un ancêtre a la possibilité lui aussi d'écouter un événement qui peut se produire sur l'un de ses enfants. Alors attention, il faut toutefois préciser une chose, c'est que le fait de détecter et de traiter un événement ne stoppe pas sa propagation. Important ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre exemple et on va mettre un gestionnaire d'événements sur le body et sur la section pour voir l'événement se propager. Alors ce que je vais faire, c'est directement sélectionner l'élément. Je ne vais pas passer par des variables tampons. Je vais dupliquer ça. Donc je vais faire une fois pour donc body. Bon, on peut y accéder direct au body, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais faire section. Donc là, body. Et là, section. Donc on va faire un Open in Browser. Donc je clique sur le paragraphe, uniquement sur le paragraphe. Donc vous voyez que c'est clic sur paragraphe qui s'affiche. Ensuite je fais OK. Vous voyez que le clic est maintenant détecté sur la section, c'est ce que ça veut dire, clic sur section. Il n'y a pas de clic produit sur la section, mais il est détecté sur la section. Ensuite je fais OK et il est détecté sur le body. Donc comprenez bien ce qui se passe, vous voyez. On n'est pas dans le cadre d'un déroulement séquentiel traditionnel, puisqu'on remonte dans le code. Vous voyez, on a d'abord
déclencher ça, puis ça, puis ça. Donc en fait, on est dans la phase de bouillonnement, c'est-à-dire quand on remonte du paragraphe vers la racine. Les événements se propagent dans ce sens-là. Et seule la mise en place des gestionnaires est séquentielle. C'est-à-dire elle se déroule du haut vers le bas, traditionnellement. Donc on vient de voir qu'un événement est détecté pendant la phase de bouillonnement, par défaut, puisqu'on n'a rien précisé nulle part. Par contre, il peut l'être pendant la phase de capture si on le précise à ADD Event Listener en rajoutant un argument. On va le faire. Alors, une petite astuce mnémotechnique pour pas mélanger capture et bouillonnement. Alors, bouillonnement, ça vient de bubbling, qui vient de bubble, qui veut dire bulle. Alors, l'image qu'il faut retenir, c'est que le bouillonnement est à l'image d'une bulle d'eau qui remonte à la surface. Donc, vous vous souvenez de ça, et vous ne mélangez plus les deux. Alors, pour détecter un événement pendant la phase de capture, il faut rajouter un argument à ADD Event Listener, un troisième argument. Donc ici, après la fonction, donc clic en premier argument, la fonction en deuxième, là je rajoute un troisième ici, et je le positionne à true. Donc le fait de le positionner à true, ça va provoquer la détection pendant la phase de capture. Vous voyez ce que ça va faire. Donc je clique sur paragraphe, et c'est section qui reçoit en premier, ensuite paragraphe, puis on remonte au niveau du body. Ok? Donc si je regarde, je reprends le schéma ici, donc section là a été déclenchée pendant la phase de capture, pendant la descente, puis paragraphe, puis ensuite body pendant le bouillonnement. Alors on va passer au point 5, l'objet JavaScript Event. Alors avec cet objet JavaScript Event, il est possible de récupérer des informations sur l'événement dans la fonction qui traite de l'événement. Pour cela, il faut placer un paramètre de déclaration dans la fonction qui traite de l'événement. Ici. Alors ici, il faut comprendre ce que vous faites. Vous êtes en train de déclarer une fonction qui sera appelée par quelqu'un d'autre, en l'occurrence le gestionnaire d'événements. Et il se trouve que par construction, ce gestionnaire passe à la fonction que vous lui fournissez un objet de constructeur event au moment de l'appel. Donc vous, de votre côté, vous vous contentez de prévoir ce paramètre, vous lui donnez le nom que vous voulez, event, EVT, toto, tata, peu importe, lui, il vous poussera dedans un objet event au moment de l'appel. Donc on va voir ce qu'il y a dans cet objet. On va donc afficher le EVT qui est passé en paramètre. Alors je vais mettre ça en commentaire ici. Un seul gestionnaire me suffit, donc Open in Browser. Voilà, j'appelle la console et je clique. Donc vous voyez ici l'objet Event qui est affiché. Je vais le développer, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc dans cet événement, vous avez énormément d'informations. Donc vous avez des propriétés, position de la souris, touches du clavier qui ont été enfoncées, le bouton de la souris qui a été cliqué. Lorsqu'un événement se propage, vous avez la possibilité de savoir quel est l'élément qui est à l'origine du clic. Vous avez aussi des méthodes, vous pouvez stopper la propagation d'un événement. S'il a un comportement par défaut, par exemple un clic sur un lien qui va vous envoyer vers une page, eh bien vous pouvez annuler ce comportement par défaut. Donc vous avez tout ça, on va le voir dans le détail par la suite, vous avez tout ça dans l'objet Event. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le point 6, on va regarder comment utiliser this. Alors dans votre gestionnaire d'événements, vous pouvez accéder à l'élément sur lequel vous avez posé le gestionnaire, et pour cela vous devez utiliser le mot réservé this. Alors dans cet exemple-là, on va accéder au paragraphe, étant donné que c'est le paragraphe sur lequel on a posé le gestionnaire, et on va mettre style.color, et on va lui mettre par exemple un vert. Et vous voyez que là, quand je déclenche l'événement, j'ai cliqué sur paragraphe, ça a été vite, et le paragraphe passe en vert.
Donc c'est un moyen pour ne pas faire à nouveau un document .querySelector, c'est pas utile. Alors maintenant on va passer au point 7 et on va regarder comment bloquer la propagation des événements en appelant une méthode de l'objet event qui s'appelle stop propagation. Donc dans le gestionnaire, on va appeler cette méthode. Alors je vais enlever les commentaires que j'avais mis, je vais récupérer tous les gestionnaires. Donc ici c'est le paragraphe. Je vais enlever ici la demande pour la capture et ici je vais faire EVT, donc mon événement, passer en paramètre EVT.stop propagation. Donc ici tous les gestionnaires sont configurés pour travailler en phase de bouillonnement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ici, regardez, on va cliquer sur le paragraphe, on va bloquer sur le paragraphe et les autres gestionnaires ne doivent pas déclencher. Voilà, je clique sur paragraphe, clique sur le paragraphe et ensuite plus rien. Vous pouvez essayer à l'enlever, hein, vous verrez, ça marche. Hein. Alors maintenant, on va s'intéresser au point 8. Bloquer l'éventuel comportement par défaut avec la méthode preventDefault, la méthode de l'objet event. Alors que signifie le nom de cette méthode? Donc déjà prevent. Alors prevent est utilisé ici dans le sens d'empêcher. Donc empêcher quoi? Le default. Donc le comportement en défaut, par défaut. Empêcher le comportement par défaut. Donc ça suppose déjà qu'il y ait un comportement par défaut. Alors par exemple, si vous cliquez sur un lien, vous êtes dirigé vers une nouvelle page. Si vous cliquez sur un bouton de soumission de formulaire, le formulaire est envoyé. Ça, ce sont des comportements par défaut visibles, si vous voulez. Si vous cliquez sur un paragraphe, il ne se passe rien. Mais bloquer rien, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Alors, pour vous expliquer ça, j'ai récupéré un petit programme. On va le commenter. Donc, je le prends en édition avec Sublime. Donc, dans ce petit script, il y a un lien qui, lorsque vous cliquez dessus, va vous envoyer sur la page de Wikipédia. Donc en JavaScript, donc je récupère un accès sur ce lien, je pose un gestionnaire d'événements, je récupère le clic sur ce lien, et je fais un alerte. Bon, donc là, si je fais rien de plus, qu'est-ce qu'il se passe? Open in Browser, je clique sur le lien, il affiche son alerte là, et il m'envoie sur Wikipédia. D'accord? Donc, il y a bien un ordre, c'est que dans un premier temps, il y a le gestionnaire d'événements qui est déclenché, et ensuite, il y a l'action par défaut qui est déclenchée. Alors, ce que l'on va pouvoir faire, c'est bloquer l'action par défaut qui suit le traitement par le gestionnaire, en venant ici mettre un appel à preventDefault sur l'événement. Et dans ce cas-là, je clique, et il n'y a pas le déclenchement du fonctionnement par défaut derrière. Alors on va passer au point 9, donc à la propriété target. Donc là j'ai préparé un petit programme, on va le prendre en édition avec Sublime, pareil. On va regarder ce qu'il y a dedans. Alors déjà, la propriété target, elle vous indique quel est l'élément qui est à l'origine de l'événement. D'accord? Donc target désigne un élément. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce programme? Il y a une liste UL avec CLI. J'ai mis des ID, que ce soit sur le UL ou les LI. Ensuite, en JavaScript, j'ai posé un gestionnaire sur le UL. Donc le UL qui est parent des LI. J'écoute le clic dessus, et lorsque il y a déclenchement, j'affiche le target, c'est-à-dire l'élément, puis l'ID, c'est-à-dire l'ID de l'élément qui a déclenché l'événement. Et j'affiche aussi le current target. On va voir pourquoi, essentiellement parce qu'on confond les deux. Donc le target, c'est celui qui est à l'origine du clic. Alors je vais faire un Open in Browser. Je vais prendre ma console et je vais cliquer sur un élément enfant. Sur les enfants, il n'y a pas de gestionnaire. Le gestionnaire est sur le conteneur UL.
Et vous voyez que je récupère bien, par l'intermédiaire de target, qui pointe sur l'élément qui est à l'origine du clic, je récupère bien son ID qui est le deuxième. Si je clique sur le quatrième, ça suit. Alors si maintenant je clique en dehors des enfants ici, donc là je clique sur le container UL, vous voyez que target et current target sont égaux et désignent la liste. Mais c'est target qui nous intéresse. Current target ne nous intéresse pas beaucoup. Enfin, en tout cas, dans les trucs courants. Hein. Mais on les confond. Bien, maintenant, on va passer au point 10, je crois. Donc, déclencher un événement sur un élément cible. Alors, pour ça, j'ai un script pour illustrer ça. Donc, je l'ouvre et on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, dedans, vous trouvez deux paragraphes qui sont frères. Si je clique sur un paragraphe, l'événement n'est pas propagé au frère, puisqu'il ne fait pas partie des ancêtres, il est seulement frère. Alors on va regarder comment programmer ça. C'est-à-dire cliquer sur P1 et envoyer le clic vers P2. Il nous faut un gestionnaire d'événements sur le paragraphe P1 pour intercepter le premier clic. Dans ce gestionnaire, on instancie l'objet event. Ici. On l'instancie en passant en argument le nom de l'événement que l'on veut renvoyer, c'est-à-dire le clic. Ensuite, avec la méthode dispatchEvent, on appelle la méthode dispatchEvent sur le paragraphe P2, c'est-à-dire qu'on cible ici P2 et on fait un dispatchEvent vers P2. D'accord? On aurait pu penser que c'est P1, mais non. En fait, il faut voir le dispatch comme une demande de dispatch. Sur P2, eh bien, on met un gestionnaire d'événements classique, hein, et quand il reçoit le clic, il affiche le clic qu'il a reçu. Donc je fais un Open in Browser. Donc je clique sur P1. Donc évidemment, il traite, clique sur le paragraphe P1, il affiche ça, il fait son alerte. Je fais OK. Et vous voyez que cette fois c'est P2 qui reçoit le clic et qui traite le clic. Donc le clic a bien été dispatché de P1 vers P2. Alors maintenant on va voir d'autres manières qui sont des manières historiques de gérer les événements. Alors il est encore possible de traiter les événements au niveau du HTML en utilisant des attributs faits pour cela. Alors c'est une technique qui est obsolète et qui n'est plus à utiliser car on mélange le JavaScript et le HTML. Mais bon, vous pouvez encore trouver des codes qui sont écrits comme ça et qui étaient corrects à l'époque. Hein. Et ce sont des codes en plus qui passent à la validation. La validation, on n'est pas là pour ça. Donc, alors c'est plus à utiliser, c'est pour ça que je vous le montre. Je vous en dis pas plus. Alors ce qu'il est encore possible de faire, c'est d'accéder à l'attribut HTML depuis le JavaScript en passant par la propriété JavaScript qui porte le même nom que l'attribut. Ça, c'est propre. Alors, je vais vous montrer un exemple de ce genre de choses. Donc, vous voyez qu'ici, je charge deux petits JavaScript. On va aller voir ce qu'il y a dedans. C'est les mêmes, quasiment. Donc, dans le premier, je fais un Windows.onload, là, cette fois, donc la propriété qui correspond à l'événement load, qui s'appelle onload en HTML et qui a son équivalent JavaScript. Et donc je le mets égal à une fonction dans laquelle je fais une alerte de cette chaîne de caractères. Et dans le deuxième, je fais la même chose, c'est-à-dire que j'affecte à nouveau le onload avec une deuxième fonction. Alors l'inconvénient ici, c'est que la deuxième affectation écrase la première. Alors, évidemment, si je fais un Open in Browser, eh bien, seul le script 2 est attendu et le script 1 ne s'exécute pas. D'accord? Donc, c'est un exemple pour vous montrer qu'on peut utiliser des propriétés hein, pour gérer des événements, mais attention, le onload, là, ici, typiquement, il faut faire des add event listener pour que les deux fichiers attendent correctement les événements et les deux sont traités. Il y a un complément sur le site, si vous avez ce genre de soucis, allez voir sur le site.
Alors, dernier point maintenant, donc gérer les événements en JavaScript ou en CSS, point d'interrogation. Alors, il ne faut pas oublier que le CSS3 est capable lui aussi d'intercepter des événements. Prenons le cas d'un élément qui est survolé par le curseur. Et on imagine que cet élément doit changer de couleur lorsqu'il est survolé. Techniquement, on a deux solutions pour faire ça. Soit on utilise la pseudo-classe .over de la feuille de style CSS, soit on utilise des gestionnaires d'événements JavaScript sur des événements mouse over, mouse out ou des choses comme ça. Alors dans ce cas précis qui relève de la présentation du document, eh bien on laisse faire le CSS. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un tutoriel qui clôture la playlist sur le DOM. Alors si vous voulez être prévenu lors de mise en ligne de nouvelles vidéos, dans le cadre d'autres playlists bien sûr, abonnez-vous et surtout pensez à activer les notifs. Si vous avez appris quelque chose, un petit coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Je vous remercie par avance et je vous dis à bientôt.